La Elbe et l'IEX présente le MAG des libertés. Salut Ethan, tu lis quoi? Je sais pas, on m'a parlé du MAG des libertés. Mais c'est pas du tout ça le MAG des libertés. Si, regarde, il y a le sommaire. Bienvenue dans ce MAG des libertés, déjà le 6e, avec au programme une interview de Thierry Botsson, président de la FGTB, menée par Camille. Ensuite, Camille, Jules, Charlotte se sont infiltrés derrière les rideaux pour savoir comment le jury de la compétition documentaire délibère. Et on a du bol, parce qu'Issé s'est rendue au concert de Bol, elle nous y emmène avec elle. Mais on va commencer ce MAG par un point d'actualité. On vous emmène à Gaza avec le documentaire bouleversant Gaza Sound Men qui retrace le parcours d'un ingénieur son gazaoui. Nathan, Mia et Marie s'y sont rendus pour vous. Point d'actu. Le documentaire Gaza Sound Men retrace le parcours de Mohamed Yaghi, un ingénieur du son gazaoui qui est sur le pied de guerre depuis le début du conflit pour effectuer son travail. Je pense que ce film est un témoignage très direct et terrible de ce qu'est un génocide en cours. C'est rare, quand un génocide est en train de se commettre, d'avoir autant de preuves qui peuvent servir aussi de preuves en justice. Il y a des documentaires palestiniens qui sortent en Israël, mais il y a finalement très peu d'images de Gaza qui sont transmises sur écran israélien. Le documentaire était suivi d'une rencontre-débat animée par Alexis de Soif, avocat et président de la Fédération internationale pour les droits humains, et Eleonore Bronstein, fondatrice de l'AJAB, l'association des juifs antisionistes. Et c'est toujours le propre de ceux qui commettent un génocide, c'est qu'ils ne veulent pas de témoins. Nous avons gardé des traces de tout, en fait. Je crois que quand il faudra rendre justice, parce que, évidemment, qu'il n'y aura pas de paix sans justice, eh ben, nous avons tout archivé. Tout le travail que font les journalistes palestiniens est effectivement contesté, mais ils n'autorisent personne. Donc c'est totalement contradictoire, mais juste parce qu'ils ne veulent pas de témoins. Un invité de marque était également présent au débat. Il s'agit de Jacques Bude, un des derniers survivants de la Shoah. Dès le début, tout de suite, j'ai associé ce qui se passait à Gaza à ce qui s'est passé dans les années 40. C'est vraiment la déshumanisation, c'est la destruction d'une personne et c'est la destruction d'une communauté. C'est-à-dire que ce qui est absolument urgent et nécessaire, c'est de rétablir cette humanité qu'on est en train de détruire. À l'heure où un cessez-le-feu vient d'être signé, la prise de conscience semble devenir de plus en plus collective. Notre premier invité du MAG, c'est Patrick Jean, un réalisateur et auteur belge qui a notamment réalisé le documentaire La domination masculine. Patrick Jean est un habitué du festival, il est d'ailleurs membre du jury documentaire cette année. Alicia est à ses côtés pour parler d'engagement artistique. Bonjour Patrick Jean, vous êtes l'invité du débat cinéma-documentaire Dialogue pour un monde engagé. Vous avez notamment vous-même réalisé de puissants documentaires. Pour rester un petit peu sur le thème de ce débat, pensez-vous que le cinéma peut encore créer du dialogue dans la société dans laquelle nous vivons, qui est de plus en plus polarisée? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit sa fonction. Quand j'ai fait mon premier film, mon tout premier film, Les enfants du borinage, Lettre à Henri Storck, j'ai rencontré Henri Storck. Donc, c'était un cinéaste célèbre, mort maintenant, qui avait fait un film en 1933, Misère au borinage, qui est devenu un grand classique du cinéma documentaire, qui montrait la misère des gens au borinage à l'époque. Et quand il a vu mon film, il était très fâché parce qu'il avait voulu faire ce film pour changer les choses d'une certaine manière. Et 65 ans plus tard, il y a un gamin qui vient lui montrer que lui, il filme au même endroit une misère encore plus grave. Et je suis sorti de cette rencontre avec ce grand monsieur en me disant il ne faut pas que je fasse la même erreur que lui. Il ne faut jamais que je pense que mes films vont changer quoi que ce soit. On ne fait pas des films pour ça. Et heureusement, parce que si on avait le pouvoir en tant que réalisateur de changer le réel, on pourrait être des dictateurs. Vos films, notamment, dénoncent les rapports de domination, qu'ils soient économiques ou patriarcaux. Est-ce que vous pensez qu'il existe un cinéma neutre? Ah non, il n'y a rien de neutre. Dès qu'on s'exprime, il n'y a aucune neutralité. Et justement, moi, je ne fais pas des films pour changer le monde. Je ne considère pas que je fasse un cinéma d'engagement ou ce genre de choses. Je ne voulais même pas faire du documentaire. C'est par hasard que j'ai fait mes premiers films. Honnêtement, je parle de mes propres névroses. Je parle de mes propres colères, de mes propres obsessions. Et heureusement, parce que quand on se lance dans un projet de film, souvent c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans,
il faut que le moteur interne qui vous amène à faire ce film, il dure. Et pour que ce soit le cas, il faut que ça parte de vous-même. Et moi, c'est ça. Mes premiers films, c'était des films de colère. J'avais envie de partager ma colère et je n'avais pas l'illusion que je changerais quoi que ce soit avec mes films, mais j'avais besoin de sortir ça de moi. Donc pour vous, filmer, c'est forcément choisir un point de vue. Ah oui. Et surtout, c'est assumer un point de vue. Le pire, c'est quand on filme, qu'on croit qu'on n'a pas de point de vue ou qu'on fait croire qu'on n'a pas de point de vue. C'est ce que font les chaînes de télévision en continu. Elles font croire qu'elles n'ont pas de point de vue. Et puis, en fait, elles en ont un, mais qui n'est pas parfois assumé, parfois pas. Et là, ça ne va pas. Je pense que quand on fait soit du cinéma documentaire, mais même en tant que journaliste, il faut pouvoir dire d'où on parle, d'où on regarde le monde. Et ça permet peut-être d'être plus juste, ou en tout cas plus honnête. Aujourd'hui, on a vu la vague croissante de masculinistes. Si vous deviez refaire aujourd'hui la domination masculine, est-ce que ce serait un chapitre que vous intégreriez dedans ? Mais il y a déjà un chapitre sur le sujet dans la domination masculine. Et je pense que ce serait grosso modo le même chapitre parce qu'en fait, ce sont des gens qui répètent inlassablement des idées très anciennes, très archaïques. Donc ils n'évoluent pas en fait. Vous pouvez revenir dans 10 ans, ils diront encore la même chose. Ce sont des vieilles idées. Donc je crois que je referai en fait la même chose aujourd'hui. Mais grosso modo, sur l'ensemble du film, je pense que je referai la même chose. Merci beaucoup Patrick Jean d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une très bonne fin de festival. Merci à vous. Il est le président de la FGTB, le syndicat socialiste. Thierry Baudson a participé au débat Vie et mort du dialogue social. Mais ce dialogue social est-il fragilisé aujourd'hui ? Camille l'a rencontré. Libre d'en parler. Thierry Baudson, bonjour. Bonjour. Vous êtes encore pour quelques mois le président de la FGTB et vous participez au débat La vie et la mort du dialogue social. Oui. Alors, mais qu'en est-il de ce dialogue social en Belgique ? Bien, le dialogue social, il est en difficulté pour le moment parce que le cadre qui est créé par ce gouvernement n'est pas bon. Je ne vais pas ici avoir un propos gauche-droite, mais simplement dire que le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui est en train de prendre des décisions qui, en principe, relèvent de la concertation sociale. Lorsqu'on dit qu'on va réinstaurer la période d'essai, diminuer les durées de préavis, ce sont tous des domaines où c'est la concertation sociale qui a toujours fonctionné. Et donc, il décide tout seul un certain nombre de choses qui d'habitude relèvent de la concertation entre les interlocuteurs sociaux. Et les réformes actuelles, on sait qu'on est plus à l'heure des restrictions budgétaires, sont-elles en lien en fait avec ce dialogue social ? Quand il y a des décisions qui sont prises pour qu'il y ait moins de dépenses, là aussi, ce sont des décisions qui, en principe, doivent faire l'objet d'une concertation avec les interlocuteurs sociaux. Je vais vous donner un exemple. Pour ce qui concerne la réforme des pensions, il y a tout le travail qui est fait sur ce qu'on appelle les périodes assimilées. Est-ce qu'on assimile encore le chômage, la maladie, les repos d'accouchement et autres pour calculer la pension ? Alors, c'est facile en théorie, mais dans la pratique, et c'est à ça que sert la concertation sociale, c'est de dire, si on n'assimile plus entièrement la maladie, quelles sont les périodes qu'on va quand même assimiler. Et ça, c'est la réalité des secteurs, et ce sont les patrons aussi et les syndicats qui connaissent la réalité des secteurs et des entreprises et qui peuvent venir avec des suggestions pour dire il faut revoir les choses, ce n'est jamais on-off, c'est beaucoup plus nuancé que ça quand on prend ce genre de décision. Et certains partis politiques qui sont au pouvoir et le patronat reprochent aux organisations syndicales d'être un frein pour ce développement économique. Qu'est-ce que vous en pensez ? 2-3 éléments. Le premier, c'est quand même rappeler qu'il y a 3 mois d'ici, nous avons encore conclu un accord entre patrons et syndicats sur les fins de carrière. Pour ce qui concerne le développement économique, vous savez, quand il y a un accord entre les interlocuteurs sociaux, derrière, ça veut dire qu'il va y avoir aussi la garantie qu'on va chacun le défendre et que donc il y aura une paix sociale qui va suivre l'accord social. Alors si vous deviez donner une mesure concrète, une seule mesure, laquelle serait-ce pour rétablir ce dialogue social ? Eh bien, il faudrait qu'on puisse permettre aux interlocuteurs sociaux de réellement pouvoir
eux-mêmes convenir de ce qu'on appelle les fins de carrière. Parce que quand un gouvernement décide, il décide par exemple de remonter l'âge de la pension à 67 ans pour tout le monde. Ça n'a aucun sens, vous savez. Et à nouveau, un grand accord qui pourrait exister entre patrons et syndicats, ce serait de retourner vers le gouvernement et de dire en fonction de la pénibilité des métiers, en fonction des secteurs, il faut qu'on puisse aménager les fins de carrière. Certains peuvent travailler un peu plus longtemps, d'autres absolument pas. Et nous sommes capables de trouver ce genre d'accord, je pense. Merci beaucoup pour vos réponses et passez un très bon festival. Merci à vous aussi. Et le grand vainqueur de la compétition documentaire de la 24e édition du Festival des Libertés est... C'est... Non, on peut pas vous le dire. Par contre, ce qu'on peut vous dévoiler, ce sont les délibérations du jury. Bon, de base, c'est secret, mais pour la séquence derrière le rideau, Charlotte, Jules et Camille ont passé un petit moment avec le jury. Derrière le rideau. 15 documentaires, 12 jurés qui doivent se mettre d'accord pour trouver le grand gagnant. Bienvenue aux délibérations du jury documentaire. Au total, plus de 150 films ont été visionnés, mais seuls 15 ont été retenus pour la compétition. Lors de cette soirée, 2 d'entre eux seront primés. Alice Willox occupe un rôle de modératrice pendant ces délibérations. Alors c'est important d'aborder chaque film qui est sélectionné, comme ça il y a des retours sur chacun des films. Et puis on entend chaque membre du jury sur chaque film. On essaye que ça ne soit pas trop redondant. Et tout cela autour d'un bon repas. Moi, sur le fond, je reste perplexe avec ce film parce que je suis passé d'une émotion à l'autre, d'une conclusion à l'autre. C'est un film vraiment intéressant que je recommanderais, mais avec une forme très classique. Top 5, mais 5e, parce que c'était quand même froid, mais j'ai beaucoup aimé la construction, c'était très bien. Bon, il ne reste plus qu'à attendre. Si pour chaque documentaire, tout le monde parle 2 minutes, ils sont 12, je vous laisse faire le calcul. Et oui, ça fait plus de 5 heures, avec un seul objectif, se mettre d'accord sur les 2 documentaires gagnants. Le Grand Prix reçoit 5 000 €, tandis que le prix du studio L'équipe reçoit une aide à la production. Ce choix n'est donc pas à prendre à la légère. Ce qui est compliqué, c'est la responsabilité que ça engendre, parce qu'on doit comparer des films qui ont des approches très différentes. Il s'agit vraiment de travailler sur la cinématographie et sur la puissance d'un film. Le jury de cette soirée est à l'image du festival. Hétéroclite. Tous apportent leur regard, leur expérience et leur sensibilité pour évaluer les projets présentés. Et pouvoir échanger avec des personnes qui n'ont pas les mêmes horizons que nous. Ah oui, parce qu'on vient de secteurs tout à fait différents et donc on approche ces problématiques, mais de façon aussi différente. Mais comment les membres du jury se mettent-ils d'accord? Au bout d'un moment, il y a un vote qui est pondéré quand même. Il y a un vote secret où on peut choisir ces films en top 3, quoi, du premier au 3e. Ce soir, il y a eu un ex-aequo, ça arrive parfois, et on a dû revoter une 2e fois. Bon bah voilà, les délibérations, c'est fini. Moi, je connais la réponse, mais c'est pas à moi de vous l'annoncer. Je vous laisse faire vos recherches. On continue ce mag avec notre deuxième invitée, Colline Grando, réalisatrice française qui a étudié en Belgique, chez nous. Elle signe Le Ballet libéré, un documentaire fort sur l'émancipation des femmes par le travail. Une thématique toujours d'actualité. On la retrouve en entretien avec Leïla. Bonjour, Colline Grando. Bonjour. Donc, vous êtes réalisatrice et on vous doit de nombreux documentaires, dont Le Ballet libéré. Mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, Le Ballet libéré, ça raconte l'histoire de femmes de ménage qui ont licencié leur patron dans les années 70 et qui ont travaillé en autogestion pendant 14 ans. Et en fait, je raconte cette histoire-là à ceux qui nettoient l'université dans laquelle elles ont travaillé, donc l'UCL. Et qui ne sont pas du tout en autogestion. Et donc le film, c'est la rencontre entre ces 2 générations de travailleurs et travailleuses qui ont du coup nettoyé les mêmes salles de cours à 45 ans d'intervalle. Et donc, quelle était votre intention en réalisant ce documentaire? Ce qui m'intéressait, j'ai commencé par m'intéresser à l'histoire du ballet libéré, parce que je trouvais que c'était une histoire assez incroyable et que moi qui ai étudié à l'UCL, mon école de cinéma, l'IAD, occupe les locaux de l'UCL et j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, j'ai d'abord fait des recherches là-dessus. Et ensuite, je voulais pas faire juste un film tourné vers le passé avec un dispositif un peu classique de archives, interviews face caméra. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe à l'UCL aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'est née l'envie de faire dialoguer ces 2 générations pour parler finalement beaucoup du travail d'aujourd'hui, des conditions de travail d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, vous explorez un peu les coulisses d'un métier dont on parle très peu. Est-ce que c'était un peu votre intention de rendre visible un métier invisible? Oui, après, je crois que ce qui se passe quand je fais un documentaire, c'est que je me pose une question pour moi. Et là, du coup, c'était vraiment ce truc d'autogestion
qui m'intriguait, et de savoir que ça s'est passé dans un milieu de travail, voilà, ou dans des métiers effectivement dévalorisés socialement, ça m'intéressait de faire la jonction entre les deux. Et en fait, quand on commence à faire des recherches, on découvre des mondes qu'on ne connaissait pas. Et donc oui, je me suis dit, ah mais c'est incroyable tout le boulot qu'elles font, qui elles font, et j'ai envie de le mettre en valeur parce qu'en fait, sans leur travail, il n'y a aucun autre travail qui peut exister. Enfin, si les lieux où on travaille ne sont pas propres, on ne peut pas travailler, enfin personne ne peut travailler. Donc vous intervenez aussi lors de ce festival dans un débat qui s'appelle le cinéma documentaire, un dialogue pour un monde engagé. Est-ce que vous vous considérez comme une réalisatrice engagée ? Ça va être tout l'objet de la discussion de ce soir, mais j'ai l'impression que c'est un mot qui vient souvent de l'extérieur. Enfin, j'ai l'impression que c'est rarement les réals disent ils font du cinéma engagé ou pas. Moi, j'ai l'impression de juste, je sais pas, avoir des envies, rencontrer des gens ou des sujets ou des lieux qui me donnent envie de faire des films. Et il se trouve que on appelle ça du cinéma engagé, mais je me dis pas, je me lève pas le matin en me disant ah, je vais faire un cinéma engagé. Je sais pas, je fais juste. En fait, faire un film, c'est tellement long que du coup, il faut que ça me tienne, quoi. Enfin, le Ballet libéré, c'est 5 ans de travail. Et si ça ne me tient pas aux tripes, je ne pourrais pas aller au bout. Donc, je me fie à mes tripes. Eh bien, merci Colline Grandot pour avoir répondu à cette interview. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à toi. Bon, franchement, Ethan, ta vanne de tout à l'heure, c'était pas ouf, hein. Ok, j'arrête les blagues. Par contre, la musique ne s'arrête jamais au Festival des Libertés. Issei s'est rendue au concert et même mieux, elle a rencontré Bol, ce groupe français au son détonnant. Ça mériterait une hyperbole. Libère les what? Bol, un nom peu connu au programme, mais qui attire la curiosité. Et c'est tout l'esprit du festival. La surprise, la découverte. On est venu pour un autre concert, puis là on est juste venu voir pour... En fait, ça nous a assez intéressé aussi, regarder un petit peu, écouter ce qu'ils faisaient. J'adore venir au Festival des Libertés de manière générale. Et en fait, j'ai entendu qu'il y avait le concert de Bol ce soir. Je les connaissais pas bien, mais j'avais écouté avant. Bol, c'est d'abord une bande d'amis rencontrés à la fac de musicologie de Toulouse. Pas de paroles. Ils font tout passer par le son et les sensations. Leur univers est un mélange de différents styles. Enfin, nous, on vient un peu du milieu du jazz à la base. On a beaucoup écouté de métal, de musique instrumentale globalement. Et je pense qu'il y a un rapport un peu instinctif à genre, je sais pas, des choses qui nous font triper sur le moment, et notamment des concepts rythmiques. Une musique pensée pour le live qui n'a pas toujours un message imposé. Elle laisse chacun interpréter et joue avec les contrastes. Après, on joue pas mal autour du concept de clair-obscur. Donc il y a des choses un peu dark. Et il y a aussi des moments un peu de libération, quoi, je dirais, un peu solennel, où on vient se retrouver, se raccrocher à quelque chose, à un élément un peu plus, je vais pas dire merveilleux, mais genre qui vient soulager des choses. Peu savaient à quoi s'attendre, mais personne n'est revenu indemne. Incroyable, c'était trop bien. Moi j'ai adoré. Bonne énergie. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie cohésion entre les artistes, le public. Là, il y avait vraiment, je sais pas, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de fort. Franchement, je trouvais ça trop cool. J'aimais bien le mélange de un peu de genres musicaux. Je trouvais que ça faisait un petit peu fanfare et en même temps, il y avait un petit peu du rock et de la techno. Bol, un groupe de musique qui ne parle pas avec des mots, mais crie avec le son. Et ce soir, tout le monde a entendu. Parler avec sa famille et ses proches, c'est pas toujours facile, encore moins devant une caméra. Mais pour la nôtre, pour la séquence Balance ta liberté, Célia, Anouk et Léa ont lancé un petit défi aux festivaliers. Faire passer un message à celles et ceux qu'ils aiment. Balance ta liberté! Moi, je voudrais dire à ma fille Lily Jane et mes 2 beaux enfants qu'ils ont bien du courage de vivre dans ce monde. On voudrait remercier nos parents pour leur soutien. Le message que j'aimerais envoyer serait à ma sœur. Ma sœur chérie. Nos sœurs aussi. Ouais, merci à vous. On ne vous le dit pas souvent, mais on vous aime fort. Je te balance du love. Et à mon meilleur pote. À mes copaines. Qui traversent des moments pas très faciles et tout ça. Parce que grâce à elles et eux, j'ai vu des moments tellement importants dans le monde d'aujourd'hui. Et on n'a pas l'occasion de leur dire en vrai parce que c'est toujours compliqué.
Mais du coup, là, je voudrais leur envoyer un maximum de force. Je te balance du love. J'envoie plein d'amour à mon chien de Bi. Plein de love sur toi. C'est tellement gratuit que ça vaut tellement la peine d'être dit. Je te balance du love. Mais du coup, voilà. Je les aime. Je les aime très fort. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. On vous aime. Bisous. Et voilà, on referme ce 6e numéro du Mag des Libertés. Déjà 6, ça passe vite, hein, Élise? Et oui, Ethan, mais pas d'inquiétude parce qu'on se retrouve déjà demain avec un nouveau duo de présentateurs, des nouveaux sujets et une nouvelle équipe à la réalisation. Alors on vous dit à demain. À demain.